Vous êtes en direct de Six Télévision, bien évidemment, dans votre magazine préféré, La Voix de l'Expert. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le rendez-vous de ce soir, lundi 27 mai 2024. Je pris rendez-vous pour recevoir aujourd'hui un avocat expert en droit qui s'appelle Percy Tamboué. Je rappelle, je suis très heureux parce que c'est un jeune comme moi, parce que dans ces pays, on a tendance à dire que pour être expert, il faut toujours être un vieux. Mais aujourd'hui, dans la voie de l'expert, nous allons prouver le contraire. Percy Tamboué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande émission Voix de l'expert et de cette grande chaîne Six Télévision. Merci une fois de plus, bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux de vous revoir pour la première fois, en espérant que ce n'est pas la dernière. C'est moi qui suis très honoré et je vous promets d'être toujours là. Alors, merci beaucoup. Avec notre expert en droit, nous allons parler de la justice congolaise et la politique. C'est ça notre thématique pour aujourd'hui. Nous allons discuter avec vous. Maître, est-ce que vous êtes fier de la justice congolaise ? Je suis très heureux de discuter de cette thématique parce que elle va de l'actualité et que en tant que juriste et expert en droit public, je me vois être dans le bain de donner mon avis de la manière que je pourrais sur ce qui se passe dans notre pays. Je vais devoir répondre à votre question et dire que la justice de notre pays n'est pas tout à fait satisfaisante parce qu'elle éprouve des difficultés énormes. Ceci fait que nous ne puissions pas être fiers de la justice. Les difficultés énormes, je voudrais être explicatif, dire qu'il y a problème d'hommes, c'est-à-dire de personnel judiciaire, mais qu'il y a aussi problème du comportement sur le plan éthique du personnel judiciaire, et on a aussi un problème d'infrastructure. Les organes et les infrastructures qui sont censées abriter les institutions de justice. Donc je pense que à partir de ces éléments, nous ne pouvons pas être fiers de la justice congolaise à ces jours. Parlant des problèmes d'hommes, je venais de noter. Qu'est-ce que vous insinuez ? Parlant de problèmes d'hommes, cela intervient à deux facteurs. Nous avons les facteurs éthiques et les facteurs de personnel, de nombre. Oui. La RDC, c'est plus de 2 345 410 km², mais qui n'a pas le magique, et plus de 100 millions d'habitants, mais qui a un nombre de magistrats très limité et très réduit. Je félicite l'initiative des recrutements de magistrats qui devrait continuer parce que celle-ci devra permettre que au moins chaque administré puisse avoir un nombre de magistrats équitable ou équilibré. Aujourd'hui, il y a des villages, il y a des territoires où il n'y a pas de magistrats, ou que l'organe de la loi n'est qu'un officier de la police judiciaire. Par exemple, je peux citer dans plusieurs villages, plusieurs territoires. Notamment, je vais citer les territoires de Nyonzo, par exemple, ou au tribunal de paix de Nyonzo, vous n'avez qu'un magistrat. Et pour constituer la composition régulière au tribunal de paix, en matière pénale notamment, il est censé commettre ou assumer d'autres personnes qui ont connaissance en droit pour composer régulièrement les tribunaux. Alors, s'il en est le cas pour les territoires de Nyonzo que moi je connais, qu'en est-il d'autres territoires qui sont très loin de la capitale ou des villes chefs-lieux des différentes provinces de notre pays? Alors, je peux dire qu'il y a un nombre très limité de magistrats et que cela ne favorise pas le bon fonctionnement de la justice. Cela favorisera l'impunité et cela favorisera aussi que nous puissions dire aujourd'hui que nous ne sommes pas fiers de la justice. Du point de vue éthique, cela est dû aussi au comportement de certains magistrats. Et je pense que le chef de l'État s'en était plaint dernièrement. Il y a des magistrats qui ne favorisent pas les bons fonctionnements de l'administration de justice. Oui. Vous pouvez introduire une demande aujourd'hui, il faudrait vous attendre après des jours pour avoir une réponse pendant que il y a certaines matières qui requièrent la célérité. Alors, je pense que la justice congolaise éprouve beaucoup de difficultés et que pour cela, nous ne pouvons pas être fiers pour répondre à votre question. Merci beaucoup pour une réponse claire. Alors, est-ce que vous pensez que la justice congolaise fait vraiment son travail ici dans notre pays? La justice congolaise existe, mais elle éprouve des difficultés, elle est béquillante. C'est-à-dire ces difficultés font à ce que le travail de la justice ne soit pas bien fait, c'est ça? Justement, le travail de la justice ne soit pas bien. Parce que comment voulez-vous qu'un magistrat qui n'a pas un salaire décent,
qui n'a pas un salaire pour répondre aux besoins sociaux actuellement avec tout ce qui est comme dépréciation de la monnaie, puisse rendre bien justice, puisse se comporter en homme éthiquement correct. Je pense que cela est psychologique. Il faudrait commencer par ajuster les salaires des magistrats. Il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne le magistrat véreux et qui ne se comporte pas très bien. Il faudrait que le parquet général puisse se déclarer compétent pour certains cas où les magistrats sont dénoncés de cas de fraude et corruption. Il faudrait qu'il y ait des procès exemplaires. Et il faudrait qu'il y ait cet homme-là éthiquement correct pour rendre justice en sorte que le travail de la justice soit correct. La justice ou la CENI invalide quelques candidats pour dire qu'il y a irrégularité, fraude et tout. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la justice congolaise ou les personnes qu'il faut suivre au moins ce dossier pour savoir si réellement il y a eu fraude pour arrêter ces personnes-là? Monsieur Guillain, je vais devoir dire que la question électorale, elle est politique et juridique. C'est-à-dire? Politique parce qu'il y a des acteurs politiques qui interviennent dans l'exercice électoral. Je vais citer des partis politiques et des candidats indépendants. La question est politique à ce niveau-là. La question est juridique parce que il existe un cadre législatif qui réglemente les acteurs, les organes et qui délimite même les modalités et l'exercice du processus électoral, du déroulement électoral dans notre pays. Alors, à ce jour, la CENI qui a déclaré non recevable certaines candidatures et qui a annulé l'élection de certains candidats, invalidé même. Et justement, cela laisse le pouvoir aux organes compétents de s'autosaisir. On parle notamment pour le cas de parquet de la saisine d'office et d'acquérir les éléments de preuve que la CENI a. La poussant ici à annuler ou à invalider certaines candidatures ou certaines élections pour que les auteurs de ces faits infractionnels supposés soient poursuivis et déférés devant les juridictions compétentes. Vous allez voir et remarquer avec moi, monsieur le journaliste, qu'il y a peu, la CENI a annulé l'élection de plusieurs candidats dans toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont se voir être élire dans d'autres scrutins ou que le parquet est resté timide pour observer? Je pense que la réponse est claire. Et nous sommes dans un pays où la politique prend plus de la place que le droit. Et l'état des droits, pour qu'il soit tel, il faudrait que tout le monde se retrouve en égalité devant la loi. C'est-à-dire, vous voulez dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi? C'est-à-dire, il y a deux personnes qui sont... Lorsqu'il y a sur vous d'indices de culpabilité, lorsqu'il y a sur vous indice vous êtes supposé être auteur des fraudes électorales, raison pour laquelle votre élection est annulée. En principe, le parquet général devait s'autosaisir et s'appuyer sur les éléments de preuve que la CENI a, lui demandant de lui communiquer les éléments de preuve et de procéder par l'arrestation de toutes ces personnes auxquelles il est supposé être en fraude électorale. Voire même les personnes citées par les personnes qui ont été invalidées. Je vais prendre l'exemple Charles Mutambutu qui a été invalidé, avait cité les noms de plusieurs personnes. Ça, vous le savez. Il accepte pour dire que non, je n'étais pas seul. Il y avait, à l'occurrence, il avait cité le nom d'Augustin Kabouya. Ni Charles, ni Augustin Kabouya, personne n'a été suivi. Bon, je pense que la responsabilité n'incombe ni à Charles, ni à l'honorable Charles Mutambutu, ni à l'honorable Augustin Kabouya, mais plutôt la responsabilité incombe au parquet général. C'est le parquet général ayant ces éléments d'information qui devrait s'autosaisir. Et une fois saisi, il devait procéder par appréhender toutes ces personnes supposées être telles et les déférer devant les juridictions compétentes. C'est celle-ci qui pouvait établir la culpabilité. Réellement, il y a eu fraude électorale. Réellement, il y a eu de personnes qui ont gardé les machines à voter chez elles à la maison pour se voir frauduleusement être élues et être envoyées au Parlement ou dans les assemblées provinciales. Je pense à ces niveaux de choses, on peut dire que la justice est béquillante. Elle ne marche pas. Parce que, en vertu du principe de séparation des pouvoirs,
le parquet général qui fait partie du pouvoir judiciaire est tout à fait indépendant pour se déclarer saisi, parce qu'il peut être saisi par la saisine d'office. Donc, quoi qu'il n'y ait pas eu de plainte, mais par la saisine d'office, les parquets pouvaient se déclarer tels et procéder par appréhender les personnes supposées être auteurs de ces crimes, de ces fraudes. Là, on donne raison au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait dit que la justice congolaise est malade. Le chef de l'État, il est magistrat suprême. Oui. Il faudrait d'abord donner un éclaircissement. Quand on dit que le chef de l'État est magistrat suprême, cela ne fait pas de lui juriste. Bien sûr. Ou magistrat. C'est tout simplement un titre honorifique que la loi lui donne, et le plaçant ainsi premier citoyen de tous les citoyens de la RDC. Bien sûr. Le chef de l'État, comme nous tous, il constate qu'il y a de béquilles qui ne marchent pas dans notre justice. Nous avons notamment le cas de lenteur, nous avons le cas des condamnations des personnes qui sont censées retourner les biens supposés détournés de l'État, mais qui ne sont pas retournés. Nous avons le cas des crimes qui se commettent à l'est de la RDC. Le parquet général, il est compétent pour émettre des mandats contre les auteurs, chose qui n'est pas faite, parce que il faudrait préciser que la cour d'appel est une juridiction compétente de connaître les faits qui sont prévus et punis par le statut de Rome. C'est-à-dire les crimes passibles de la compétence de la Cour pénale internationale peuvent être connus par la cour d'appel. Mais est-ce que vous avez vu une seule fois avec tout ce qui est comme crime à l'Est, tout ce qui est crime dans le Maïndombe ou dans le Kwango, le parquet général ou une juridiction siégée en matière répressive quant à cela? Je ne pense pas. Donc la justice doit faire valoir son travail. La justice doit se faire montre que les au pied et au service de la population. Ce qui n'est pas le cas. Je pense que le chef de l'État a raison, mais en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et en tant que magistrat suprême, je pense que sur base des points, il s'est fait élire et il doit y avoir nécessairement un plan pour la relance et la réforme de la justice de notre pays. Bien, nous le croyons. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la justice congolaise et de la politique en République démocratique du Congo. Maître, vous qui êtes expert en droit public d'ailleurs, récemment il y a eu un problème ou une affaire qui a fait rage d'ailleurs dans les réseaux sociaux entre Anne Bunguje qui venait d'être élue comme sénatrice et la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous êtes au courant au moins? Oui. Comment vous expliquez cette affaire où la ministre elle-même qui avait signé un document octroyant la nationalité congolaise à Madame Anne Bunguje, c'est elle-même encore qui saisit la justice contre la même personne pour dire que non, cette personne n'a pas la nationalité congolaise au moment où il y a les documents qui ont été là, signés par elle-même? D'abord qu'il faudra préciser que c'est tout à fait légitime pour Madame Rose Mutombo, actuelle ministre de la Justice et garde des Sceaux, de saisir la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. Vous êtes sûr? C'est tout à fait légitime, c'est du droit. C'est du droit, c'est-à-dire chaque personne est libre et dispose d'un droit lorsqu'elle s'estime qu'elle est lésée par une décision. Ici, je vais citer la publication des résultats des sénateurs dont elle n'a pas été proclamée élue et qu'elle a contesté les résultats. Par conséquent, elle saisit la juridiction compétente pour se voir être rétablie dans le droit. Mais je pense qu'il y a un problème de conflit d'intérêts entre les deux personnes. Conflit d'intérêts. Il y a même une photo entre la ministre de la Justice. Deux personnes. Il y a la photo. Entre la ministre de la Justice et la personne de la candidate Rose Mutombo aux élections sénatoriales. Comment vous pouvez être ministre de la Justice, et vous permettre d'attaquer en justice une personne sur base d'un fait dont vous êtes la seule personne capable de résoudre. Ici, nous sommes dans un cas. Madame la sénatrice Anne Bunguje est de nationalité congolaise. Oui, vous avez parlé de conflit d'intérêts et je pense qu'il y a une photo entre la photo de deux personnes qu'on va nous balancer. En attendant, vous parlez. Oui, je disais, Madame Bunguje Anne est sénatrice. Elle est de nationalité congolaise. Et en tant que Congolaise originaire de la province du Nord Kivu du territoire de Rutshuru, Madame Bunguje
a estimé bien renoncer à la nationalité belge que tout le monde a acquise. Vous savez qu'il est de coutume lorsque vous allez en Belgique dans un état étranger que vous conformez à la législation, vous avez la possibilité d'acquérir la nationalité pour jouir certains avantages. Oui. Mais pour l'intérêt de sa patrie, la patrie de ses parents, Madame Bougougé a estimé bien renoncer à la nationalité congolaise pour recouvrer la nationalité congolaise. Elle a renoncé à la nationalité belge oui. Pour recouvrer la nationalité congolaise, la nationalité de ses parents, et ce conformément à la loi sur la nationalité de 2004. Alors, Madame Rose Mutombo, qui est ministre de la Justice de notre pays et envers qui j'ai une considération vraiment énorme, ne devrait pas, à mon avis, attaquer Madame Bougougé, parce qu'elle s'est fait élire avec 4 voix, pendant qu'il y avait des personnes qui ont eu moins de voix que Madame Bougougé et qui siègent aujourd'hui au Sénat, mais que Madame Mutombo n'a pas attaqué, alors qu'elle savait tout à fait que Madame Bougougé avait bel et bien le certificat de recouvrement de nationalité signé par elle-même. Et qu'elle était dans le critère. D'ailleurs, les documents est là qui avait été signé, je pense que c'était le 12 octobre. Hein. Février. Le 12 février, allais-je dire. Le 12 février de 2024. C'est-à-dire, on signe des documents. Vous-même qui signez les documents. Et après, c'est vous-même qui allez en justice pour accuser la même personne. Je me demande, c'est quoi? L'incompétence ou le manque de maîtrise ou la haine qui nous dote juste comme ça? Je ne parlerai pas de l'incompétence parce qu'il est actuellement ministre de la Justice. Je ne parlerai pas non plus de la haine parce que je ne connais pas ce qui l'oppose à Madame Bougougé. On peut parler de conflit d'intérêts alors? Conflit d'intérêts entre la personne de la ministre de la Justice et la candidate Rose Mutombo. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps ministre de la Justice Rose Mutombo et attaquer une autre candidate sénatrice parce que vous êtes vous-même candidate sénatrice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas abuser des pouvoirs que l'État vous donne pour sous-estimer les autres candidats ou empêcher les autres de jouir de leurs droits. Je pense à mon avis en tant que candidate, Madame Rose Mutombo devrait seulement se plier au vote. Voilà. En plus de ça, si elle avait d'autres peut-être griefs, elle pouvait le soulever. Mais le grief en rapport avec la nationalité, Madame Bougougé est congolaise des surcroît du Nord Kivu, des territoires des Rutshuru, et jouit de tout ce droit civique et politique. Parlant de ça, une question m'est venue en tête. Nous connaissons des personnes aujourd'hui qui sont conseillers municipaux, député provincial, député national, sénateur en même temps. Est-ce que l'État congolais ou la justice congolaise prévoit quelque chose pour nous éviter dans les jours à venir ce genre de personnes ou ce genre de postes, c'est-à-dire la même personne qui occupe plusieurs postes au même moment? Monsieur Guillet, moi je pense, à mon avis, que il est question d'éthique et de morale, premièrement, avant que la loi n'intervienne. C'est-à-dire dans un pays comme le nôtre où il y a plus de 100 millions d'habitants, vous ne pouvez pas vous sentir moralement et éthiquement correct si vous êtes conseiller municipal, député provincial, député national, sénateur, ministre, PCA d'entreprise. Je pense que c'est une question d'abord d'éthique et de morale avant que cela ne soit une question réglementée par la loi. Deuxièmement, il faudrait que nous puissions avoir un cadre législatif. Que nous puissions avoir un cadre législatif qui réglemente le déroulement du processus électoral et qui limite les nombres de mandats, parce que vous ne pouvez pas être mandat à vie. Ce n'est pas un député, n'est pas une fonction, une carrière, c'est un mandat. Vous avez été député pendant 5 ans, 10 ans, vous pouvez vous limiter par là. Vous ne pouvez pas être député pendant plus de 10 législatures. Je pense que il y a d'autres personnes. Au ministre, pendant plus de 5 ans. Il y a d'autres personnes, d'autres compétences qui peuvent avoir des idées pour parler au nom de la population. Alors encore que la plupart des gens qui sont au Parlement là, ne parlent pas de la population, ne parlent que de leurs intérêts. Alors, pour revenir sur cette question-là, il faudrait que la prochaine loi électorale, soit claire et précise sur ce point-là. Limite le mandat. Limite le nombre de fois qu'on peut postuler pour des différents scrutins.
Vous ne pouvez pas être candidat député national, candidat député provincial, candidat sénateur, gouverneur et vice-gouverneur si vous avez déjà été élu à un des scrutins précédents. Ça, c'est un. De deux, vous ne pouvez pas être député national et comme premier suppléant, deuxième suppléant, votre femme, votre enfant. Ça, ce n'est pas éthiquement correct. Même si c'est de votre droit. Mais est-ce que cela est correct? Vous ne pouvez pas être ministre et avoir comme directeur de cabinet votre femme, directeur de cabinet adjoint votre fils, votre assistant, votre cousin, chef de protocole, votre grande sœur. Éthiquement, cela n'est pas correct. En fait, c'est une question d'abord de morale et de conscience et d'éthique. Je pense qu'il en est le cas. Alors, je crois que si nous avons aujourd'hui une décision politique, je parle bien comme chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême de notre pays, commandant suprême des forces armées, qui décide de nous éviter toutes ces antivaleurs où vous avez quelqu'un qui est ministre avec comme directeur de cabinet son frère, son cousin ou ses tantes. Je pense que cela va redonner confiance encore aux institutions aujourd'hui. Merci beaucoup, maître. Vous êtes expert en droit. Une petite question. Est-ce que c'est la politique qui dirige les droits ou c'est les droits qui dirigent la politique en RDC? Bon, c'est une question qui fait couler encre et débat et salive dans notre pays, surtout dans les universités déjà. Moi, je me rappelle bien que dans les débats universitaires avec les étudiants des sciences politiques, les politologues disent que la politique dirige le droit, alors que les juristes disent que le droit dirige la politique. Mais je pense, à mon humble avis, que la politique est l'organe qui dessine les fonctionnements d'un État, mais que l'État est réglementé par le droit. Parce que ces droits sont appliqués par les hommes, et ces hommes sont des politiques. Et à ce niveau de choses, je peux dire que la politique limite et dirige le droit. Pour preuve, il y a beaucoup de décisions de justice auxquelles peut-être vous et moi pouvions nous attendre. Après l'annulation de l'élection de certains candidats, nous pensions que le parquet général pouvait se saisir d'office de certains cas. Logiquement c'est comme ça. Est-ce qu'on peut conclure que le droit dirige la politique à ces niveaux? Là, c'est vous qui le dites en tout cas. Alors, est-ce que les droits, la justice congolaise est impartiale? La justice congolaise, je m'excuse, allais-je dire, c'est une justice, comme je vous ai dit au début, qui éprouve beaucoup de difficultés. Et ces difficultés font que certaines décisions soient qualifiées d'impartiales et dans certaines circonstances, certaines décisions soient qualifiées d'impartiales. Vous savez que là où tout le monde voit qu'il y a détournement des millions de dollars et que l'auteur présumé des détournements de dollars est acquitté par la justice, est-ce que vous allez dire que cette justice est impartiale alors que nous sommes devant une évidence, pas une présomption? Oui. Vous allez dire que la justice est impartiale? Non. Mais l'évidence, comme vous l'avez dit. Nous sommes devant une évidence, mais la justice, dans certains cas, acquitte des personnes comme ça. Pour faute de preuves, est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Mais je pense, à mon avis, qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir de la part et du personnel judiciaire et de l'administration publique. Ici, je parle principalement d'abord du gouvernement pour amener des réformes sur la justice congolaise. S'il y a des réformes profondes, existentielles et sérieuses, nous aurons une république avec une justice juste pour tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr que ça viendra, ça changera? Bon, tout est question de volonté politique, tout est parce que c'est la politique qui dirige la société. Tout est question de volonté politique, de mécanismes à mettre en place pour atteindre cela. Ça dit que ça peut changer un jour. En tout cas, nous y croyons fermement. Bien sûr. Alors, si ça change, ça sera le changement de l'état de la justice congolaise ou le changement des personnes? D'abord, il y a deux choses. Nous avons c'est-à-dire les personnes qui représentent la loi, vous, avocats, magistrats et autres. Nous avons deux choses. Nous avons les hommes et nous avons les infrastructures. La RDC dispose déjà de la plus belle forme des textes législatifs qui existent dans le monde. Nous sommes parmi les pays qui ont des très belles lois et des très bonnes lois. Ça, il faut le savoir. Vous êtes sûr? Très certain.
Pouvez nous le prouver? En tout cas, par exemple, le code pénal congolais. Le code pénal congolais, nous avons la constitution de la RDC, fait partie des meilleures constitutions, avec des dispositions claires, précises et non tangibles. Cependant, il y a problème d'hommes, d'abord, pour appliquer ces lois. En plus de cela, nous avons les problèmes des infrastructures dans lesquelles ces hommes-là sont censés appliquer les lois. Lorsque vous êtes magistrat et que vous n'avez pas un bon salaire et que vous travaillez sous les arbres ou que vous travaillez dans une cabine à 10, à 15, à 20, dans quelles conditions vous allez rendre la justice meilleure? Je ne pense pas. Donc il faudrait que l'État commence par améliorer les conditions des magistrats, que l'État continue à doter aux magistrats, n'est-ce pas, des infrastructures sérieuses, propres, modernes, peut-être climatisées, pour permettre aux magistrats de faire les moyens qu'il faut. Et les moyens justement qu'il faudra. Parce que comment vous voulez tenter un magistrat à lui donner $500 pour obtenir la liberté provisoire alors que cela est gratos, par exemple? Ou c'est une caution de moins que ça. Mais vous êtes peut-être obligé, je parle n'importe quoi, à payer plus que cela pour obtenir la liberté provisoire. Parce que vous allez motiver les magistrats. Et si vous pensez les motiver comme ça, et que lui, il a un salaire plus grand que ça, vous pensez qu'il en sera d'accord? Non. Il sera censé se soumettre à la volonté de la loi ou les règlements. Qui, par exemple, si une personne doit payer l'amende des 160 000 francs, pourquoi prendre 1 million de francs? Alors qu'il sait qu'à la fin du mois, elle a son salaire, qui est consistant. Je pense que c'est à ce niveau des choses que nous devons nous battre pour arriver. C'est-à-dire là, en partie, l'État congolais est responsable, c'est ça? L'État congolais est totalement responsable. Totalement responsable. Justement. Vous êtes sûr, si l'État mettait des moyens aujourd'hui, les avocats ou les magistrats seront en mesure de bien faire leur travail? Les avocats, ce sont des personnes qui vivent de la libéralité. Dans la libéralité, c'est-à-dire les avocats sont libéraux. Mais les magistrats sont des agents de l'État. Ils ont un statut particulier, un statut de magistrat. Mais en tant qu'agent de l'État, ils doivent avoir les moyens adéquats par rapport à ça, pour bien effectuer leur travail. Comment voulez-vous que quelqu'un rende un jugement s'il le fait sous les arbres? Ou dans une officine où ils sont à 4, 5, 10. Vous êtes obligé en tant qu'avocat d'entrer avec votre client. Il vous entend. Moins de 5 minutes, il est appelé à vous relaxer parce qu'il doit prendre d'autres personnes. Il n'a pas de temps. Mais si vous avez au moins, pour 100 000 habitants, vous avez 5 000 magistrats. Je pense que c'est plus ou moins passable qu'aujourd'hui, vous avez dans un territoire, par exemple, 100 000 habitants et vous avez 100 magistrats. La justice ne sera pas juste dans ces cas-là. Merci beaucoup, maître, pour des explications très claires en tout cas. En tout cas, je suis content. Alors, nous allons changer un peu de chapitre. Comme vous êtes expert en droit, personnellement, j'ai annoncé aujourd'hui que j'allais recevoir un expert en droit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour vous poser une question. Je rappelle que ce n'est pas ma question, c'est la question d'un téléspectateur qui nous a dit que nous avons vu quelque part une scène entre la police congolaise et la population par rapport aux arrestations. Parlons un peu des arrestations en République démocratique du Congo. Quelles sont les procédures pour arrêter une personne? C'était ça la question. Bon, déjà, en droit de procédure pénale de la RDC, nous sommes très précis par rapport à cela. L'arrestation, c'est le fait d'appréhender une personne qui est supposée être en connivence, n'est-ce pas, et en contravention, ou que supposée avoir commis un fait délictuel, que si par existence ou si force exige, cette personne peut être ramenée au parquet général ou devant l'office de la police judiciaire. Alors, dans notre pays, il y a 3 moyens par lesquels une personne peut se voir être arrêtée. Premièrement, par la commission d'une infraction flagrante. C'est-à-dire, vous êtes là, vous commettez une infraction. Admettons, vous êtes sur magasin, vous prenez une pierre, vous jetez sur quelqu'un qui est blessé. Tout le monde vous voit, il y a un poste de la police qui vous appréhende. Ou les personnes qui sont là vous appréhendent parce que vous avez commis une infraction qui est réputée être flagrante. Ça, c'est le premier cas d'arrestation. Deuxième cas d'arrestation, nous avons le cas d'arrestation par exécution du mandat d'officier du ministère public. Le parquet général, où je vais donner de manière précise, un parquet militaire tout comme civil, une fois qu'il reçoit une plainte ou un rapport de police, ou qu'il se décide de se saisir d'office pour procéder par l'arrestation d'une personne qui est réputée
ou sur laquelle on a la présomption d'être auteur d'un fait délictuel ou infractionnel, le parquet peut émettre un mandat. Donc, par exécution de mandat, le parquet peut procéder par l'arrestation d'une personne. Ça, c'est le deuxième type. Oui. Le troisième type, c'est le cas d'un procès verbal d'un OPJ. Donc, lorsqu'un OPJ vous entend, estime que les faits sont établis, peut procéder par votre arrestation. Alors, vous avez des droits, si vous vous êtes fait arrêter, par exemple, le droit de garder silence, le droit d'être informé de ce pourquoi vous êtes arrêté, conformément, n'est-ce pas, aux dispositions des articles 16 et 17 de la Constitution, et de vous faire assister, représenter ou accompagner de votre avocat ou défenseur judiciaire, bien sûr. Ok. Donc, je pense que ce sont les 3 cas de figure dans lesquels une personne peut se voir être arrêtée. Par infraction flagrante, par exécution des mandats des ministères publics et par procès verbal d'un OPJ. Vous êtes assisté, vous êtes obligé, c'est une obligation d'être assisté par un avocat, c'est ça? Il y a des infractions pour lesquelles vous êtes obligé de vous faire assister par un avocat, même si vous n'avez pas les moyens, le barreau peut commettre un avocat prodéo. Bien sûr. Alors, pourquoi les gens qui sont arrêtés à la DEMIAP, à l'ANER par exemple, les avocats n'y accèdent pas? Bon, c'est une question assez technique et qui n'est pas aussi pratique. Mais ce qui est évident, il faut préciser que la DEMIAP, qui est la détection militaire des activités antipatrie, fait partie des OPJ. Peu importe l'influence qui est là. Tout comme aussi l'Agence nationale des renseignements. Les services de renseignement font partie des OPJ. Une fois qu'ils ont information sur le cas de la commission d'un fait infractionnel ou d'une question d'État, par exemple, quelqu'un est supposé être appréhendé par la DEMIAP pour avoir, parce qu'il y a des renseignements sur lui pour lesquels la DEMIAP peut l'appréhender, et que si la DEMIAP l'entend ou les services de renseignement l'entendent et qu'ils estiment ou qu'elle estime que les faits sont établis, la DEMIAP, pour les cas des infractions prévues par le Code judiciaire militaire ou pour des personnes qui ont commis des infractions réputées telles, sont directement transférés à l'auditorat général des FARDC, civil tout comme militaire. Mais pour le renseignement, l'Agence nationale des renseignements, si ce sont des faits qui relèvent de la compétence de parquet civil, directement on arrête la personne, on l'entend, on le transfère. Alors là, si vous êtes arrêté au service de renseignement, est-ce que vous pouvez vous faire assister par un avocat? La loi dit cela, mais je n'ai jamais eu cette opportunité-là d'assister quelqu'un arrêté là-bas. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a quelque sorte d'arrestation que vous connaissez en droit. Bon, comment est-ce qu'on peut arrêter? Oui, comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un? C'est-à-dire, il y a de ces gens, les gens, surtout les policiers, quand on les envoie arrêter quelqu'un, ils confondent un mandat d'amener, ils confondent une plainte par exemple, non plus ils confondent juste pour dire à la personne que non, nous sommes venus vous laisser une convocation et vous serez convoqué. Parfois, il n'y a même pas de convocation. Comment est-ce que vous jugez ça? Bon, c'est ce que je dis, qu'il y a 3 cas d'arrestation. Il y a le cas d'arrestation par flagrance, c'est-à-dire la flagrance, une infraction réputée flagrante, c'est une infraction qui se commet ici et maintenant. Oui. Par exemple, je veux arriver. Ouais. Dans ce cas-là, comme c'est un cas flagrant, toute personne a le droit de procéder par l'arrestation. Et donc, la police, elle, qui est le maintien de l'ordre dans la cité, la police procède par l'arrestation, sans mandat ou sans une plainte quelconque. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, lorsqu'il y a un mandat que le parquet émet, voilà, c'est là où il y a les problèmes. Par l'arrestation. C'est là où on confond très souvent. Peut-être la manière avec laquelle on procède par l'arrestation qui peut choquer, parce qu'on peut brutaliser quelqu'un alors qu'il est supposé être accompagné calmement. Alors que ce n'est encore que de présomption, de culpabilité. Donc il joue encore le droit de la présomption. Je vais donner un cas qui peut-être qui s'est passé il y a une année ou 2 ans. L'ancien gouverneur du Congo central, je pense... Je signale que vous m'avez précédé. Ouais, l'ancien gouverneur du Congo central, celui qui venait avant Guy Bandou. Oui. C'est, je pense le nom s'est échappé. Atouma Toubouana, j'allais dire. Atouma Toubouana. Qui avait été abusivement arrêté. A été abusivement arrêté. Pendant qu'il était supposé être innocent, tout comme coupable. On ne pouvait pas procéder par l'arrêter de cette façon et puis publier ces images sur les réseaux sociaux. Déjà, dans l'opinion publique, il est démontré qu'il est coupable.
alors qu'il jouissait encore de ses droits d'innocence. Donc je pense qu'à ce niveau de choses, nous sommes appelés à décourager ce genre de pratiques. La police doit apprendre à respecter le droit des personnes arrêtées parce que jusqu'à la preuve du contraire, ce sont des citoyens et qui jouissent de leurs droits comme les policiers. Vous êtes sûr que c'est la police elle-même qui se donne le courage ou le pouvoir de faire cela, ou soit la police est instruite quelque part? Bon, déjà, le mandat, un mandat, il est déposé par un agent de police judiciaire, un APJ, ou bien par des huissiers de justice, de manière générale. Alors, ici, nous sommes dans le cas des infractions lorsque vous ne respectez pas la procédure que la loi établit, c'est-à-dire un mandat de comparution, une fois, deux fois, trois fois qu'il y a un mandat d'amener. Là, la loi donne possibilité, si force exige, vous serez amené en justice. Par force. Parce que vous résistez. Bien sûr. La loi peut même faire recours à la réquisition de la force publique pour procéder par l'arrestation de quelqu'un qui fait face à la justice, qui refuse d'appréhender. Si seulement cette personne avait été notifiée une, deux, trois fois pour dire que non, vous êtes invité par la justice. C'est-à-dire, il y a des mandats de comparution, il y a peut-être des invitations, il y a peut-être des mandats de comparution, des convocations et des autres. convocations. Toutes ces étapes-là, si vous ne les respectez pas et qu'il y a un mandat d'amener, c'est-à-dire que vous êtes contraint de vous présenter à la justice par force, de gré ou par ou des forces. Moi, je pense que c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Ok. Vous avez tout dit, hein. Comme vous le savez, il y a aussi... Est-ce qu'il y a les heures, proprement dites, les heures qu'il faut pour arrêter une personne? Déjà, en me conformant au code des procédures pénales de notre pays, une personne ne peut pas être arrêtée avant 5 heures ou être arrêtée après 22 heures. Là, c'est la loi. Là, c'est le code des procédures pénales. Ok. Cependant, s'il y a autorisation, c'est-à-dire on suppose que c'est un cas où la crainte de la personne à auditionner ou à entendre, la fuite de la personne à auditionner et à entendre et à craindre, il peut y avoir autorisation et on peut procéder par l'arrestation de quelqu'un après ces heures-là. C'est-à-dire c'est en cas d'urgence. Donc c'est-à-dire si la fuite de la personne à auditionner ou à appréhender et à craindre. Par exemple, on sait que ces messieurs, si on ne l'arrête pas aujourd'hui, demain il ne sera pas là. Il peut être à Brazzaville, ou peut être dans le Mayombe, ou peut être à Kalemi, ou peut être à Kindu, par exemple. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes expert en droit. Avec vous, nous avons discuté de la justice congolaise et de la politique pour savoir qui dirige qui. La question vous a été posée. Vous avez brillamment répondu. J'aimerais avoir votre dernier mot par rapport à l'état de la justice congolaise, la politique, mais aussi, si possible, si vous pouvez encourager les jeunes. Bien, je voudrais commencer par la dernière des choses. La jeunesse est le socle d'un État, parce que c'est le fondement même d'un État. Demain, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, elle doit être initiée à toute décision politique de notre pays. C'est pourquoi j'encourage vivement mes frères jeunes de s'intégrer, de s'appliquer, de se distinguer. Les frères et sœurs aussi. Bon, je parlais de manière générale. Frères et sœurs, de s'appliquer, de s'intégrer dans la politique de notre pays et d'appliquer l'innovation, de nous différencier des autres. Et je serais très content ensuite dans le prochain gouvernement de son Excellence Madame Julie Toulouka. Il y a beaucoup de jeunes et qui viennent avec des initiatives qui seront pour moi salutaires pour la patrie et s'impliquent et se voient aujourd'hui apporter des initiatives à côté des chefs de l'État. Et pour ce qui est de la justice dans notre pays, je pense que le gouvernement doit prioriser la réforme de la justice. J'encourage vivement l'initiative de recrutement de magistrats et d'affectation de magistrats dans tous les coins et recoins de la République. Parce qu'il y a des lieux où il n'y a pas de magistrats et que c'est des OPJ qui font justice. Et pour ce qui est de la politique dans notre pays, nous voudrions que des acteurs politiques comprennent que la vie de la population est prioritaire et que l'intérêt de la patrie est salutaire. On devrait prioriser le moyen que l'État a pour améliorer les conditions de vie de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Percy Tamboué. Percy Tamboué qui est expert en droit. Il a fait les droits publics. Avec lui, nous
Nous avons discuté sur la justice congolaise et la politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, avec tout ce qu'on avait dit, vous avez besoin de participer dans ces magazines, La Voix de l'expert. Vous êtes expert, que vous soyez jeune ou vieux. Le numéro est là, vous pouvez juste nous contacter. Comme on dit, la contradiction est un signe de haute couture. Un homme supérieur l'invite, la convoque, la sollicite, la propose même à qui il veut pour avoir sur lui l'imperfection qu'il a, c'est-à-dire pour avoir sur lui ses propres imperfections. Si vous voulez contredire ce que Maître Percy Tamboua dit, vous pouvez juste nous contacter, oui, parce que la science oblige les contradictions. Oui, et ça, il faut se soumettre. Elle est réfutable, elle est révisable. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est par ces points que nous chutons et je vous retrouve prochainement. Bonne soirée chez vous. Merci.